Alors, Ilios, il n'a pas dit que j'ai un grand handicap aujourd'hui, c'est que je dois parler en français. Et je donne normalement mes conférences qu'en anglais ou en allemand. J'ai une mère française, il faut dire, c'est pour ça qu'il a osé de me demander de parler en français, mais mon français est resté un peu bloqué dans l'âge de 6 ans ou 7 ans. Alors, si je ne sais pas les mots pour le cerveau ou pour les choses que je veux vous dire, je vais utiliser des mots anglais. J'espère que vous allez être compassionnés avec moi. C'est la première fois que je donne une conférence en français. C'est une grande peur d'être jugée que je expérience là maintenant. Mais je vais faire mon mieux et moi je veux parler plutôt sur en fait les antidotes de la peur, mais aussi parler un peu de la peur, de différents systèmes motivatrices qu'on a dans nous. Et un peu aussi, je vais vous parler de l'oxytocine, des neuropeptides qui sont aussi reliés à inhiber la peur et à l'affiliation. Et je vais vous parler d'un projet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur parce que ça m'a pris les derniers 7-9 ans de le développer et c'est des données toutes fraîches. Et pour des chercheurs, on n'a rien de plus beau de montrer les données tout frais. C'est comme la picture de ton bébé. Mais aussi parce que c'est un entraînement de compassion et qui montre comment l'entraînement de la compassion a un rapport au stress et à la peur et à décélérer la peur. Alors, commençons avec, on a déjà entendu beaucoup là-dessus, c'est des systèmes motivatrices qu'on connaît dans des animaux, mais aussi dans la psychologie, dans la biologie de l'être humain. Et il y a comme une classe de motivation, de motives, qui sont, par exemple, qu'on veut atteindre des buts, comme dans le sport, où on a la motive power motivation, d'être le pouvoir sur quelqu'un d'autre. C'est un motif très fort, on a déjà entendu parler aussi. Et c'est un peu strange ce truc-là. Mais comme ça, c'est peut-être mieux. Oh, non, il faut tourner. Mais après, ça fait crac, crac, crac tout le temps. Bon. Et après, l'autre motivation, c'est consommatrice, c'est vouloir manger. Hein. On en a entendu aussi parler par la vue de Reich, mais ça existe aussi dans la psychologie motivationnelle et tout ça. Et après, bon, bien sûr, ça c'est le topo d'aujourd'hui, le threat focus, c'est le système d'alerte, le système de danger où on peut avoir de l'agression ou la peur, c'est en fait deux symptômes du même système qui est alarmé. Et après, on a un système, on n'en a pas encore parlé beaucoup aujourd'hui, je crois, c'est le système de care. Et je n'ai pas vraiment trouvé de translation en français pour care. Alors, je vais juste dire care. Hein, c'est de prendre soin de l'autre. Et aussi de l'affiliation. In-group, out-group, on en a parlé là juste avant. Et ce système, ils sont tous en balance. Ça ne veut pas dire qu'un motif est mieux que l'autre. Ils doivent être en balance pour qu'un organisme soit bien. Mais quand un système devient chronifié, par exemple une peur chronifiée, là comme ça, toujours actif, après il y a le burn-out, il y a toutes les maladies qu'on connaît. Comment on active ce système ? Et je pense après, vous êtes assis 3 heures maintenant, vous peut-être juste de voir ça, ça va vous activer peut-être les reins et le système d'affiliation, en fait, il est associé avec des mots comme l'affiliation, l'amour, la compassion, l'attachement, mais aussi l'empathie. Et je vais parler sur la différence entre l'empathie et la compassion parce que c'est très, très important. L'empathie, ça peut presque être comme une forme de peur sociale, on pourrait dire, une émotion sociale liée à la peur. Ça peut devenir l'empathic distress. Par contre, la compassion, elle n'est pas comme ça. Et ce que je vais aussi parler, c'est comment le système activé d'affiliation peut inhiber le système de peur. Et sur le côté neurobiologique, neuropeptide, vraiment sur le niveau d'hormones et de neuropeptides, ce système-là, il est associé à des neuropeptides comme on appelle oxytocine ou les opiates.
Et ce système-là, comme vous savez, est associé à des structures comme l'amygdale, mais pas que l'amygdale, hein, c'est toujours un peu le cartoon. Hein. Il y a tout un neuro-complexe du cerveau pour traiter des peurs. Mais l'amygdale, bon, elle est très importante et elle va aussi accélérer, par exemple, le sympathique, le cœur, et elle va avoir des effets sur le corps, ce qu'on appelle le HPH axis, le cortisol et le stress. Et je vais parler de ça aussi. Et ce que je veux parler, c'est comment est-ce que, par exemple, le release d'oxytocine peut inhiber l'amygdale et qu'est-ce que ça a comme conséquence. Alors, vous avez déjà entendu, là, les amygdales, pas ici, mais dans le cerveau, là. Vous avez entendu, ils réagissent quand on donne des stimuli comme ça, de peur ou de bouche. Moi, ça me fait toujours peur encore quand je pense, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura prochain, ça sera peut-être encore plus horrifiant. Alors, l'antidote, on pourrait dire, à l'adrénaline et tout ça, c'est un neuropeptide qui s'appelle oxytocine, qui existe aussi comme hormone dans notre corps, et je crois que les femmes qui ont eu des bébés connaissent ça, c'est on se sent bien, et on adore tout et tout ça, et ça aide à lacter et tout ça, c'est le bubble, hein, quand les mamans sont dans... C'est aussi un peu ce que, quand on a tous ces pictures, on dit « Oh, mon bébé le plus beau du monde !» Et il n'y a que des bébés les plus beaux du monde, parce que c'est aussi un peu l'oxytocine qui fait tout ça. Et c'est très, très important pour l'attachement, pour l'affiliation, pour le trust, aussi pour le protecteur. Et il y a des économistes qui ont fait un expériment assez intéressant. Ils ont des jeux où il faut donner du vrai argent à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. C'est appelé Trust Game, le jeu de confiance. Et alors, moi, je donne, par exemple, tout mon argent, je dois décider de le donner à Mathieu. Après, je ne connais pas Mathieu. Bien sûr, moi, je connais Mathieu, alors je sais que je peux donner tout mon argent, tout va revenir. Mais si je ne connaissais pas Mathieu, je me dirais, peut-être que c'est un bancaire, il va garder son argent, il va être rationnel, il va accumuler son truc. Alors, j'ai peur d'être betrayed. You call that betrayal aversion. D'être trahi par Mathieu, mais je ne connais pas Mathieu. Alors, après, il y a un spray nasal où on peut donner l'oxytocine par le nez et ça entre dans le cerveau. Maintenant, ne croyez pas qu'on peut l'appliquer dehors de la science. Les gens, quand ils ont vu ces données, partout, il y a des webpages qui sont appuyés avec nasal spray oxytocine, c'est n'importe quoi. Mais pour la science, c'est très bien. Pourquoi 20 minutes on a l'oxytocine dans le cerveau et ça va faire ses effets. Alors, si on donne l'oxytocine avant de jouer ce jeu de confiance, hop, les gens confient tout leur argent aux autres. Ça veut dire, c'est vraiment une inhibition de l'amygdale par l'oxytocine. Ça apaise en fait ce système d'alarme qui est toujours en méfiance, comme ça, et on donne. Bon, après, il y avait toute une discussion si est-ce que c'est vraiment adaptif de donner à n'importe quoi, blablabla. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Nous, on était intéressés, on se disait, bon, l'oxytocine, c'est bien bon, mais on ne va pas donner des nasal sprays à tout le monde pour mettre un monde plus trusting et affiliatif. Et moi, je fais de la recherche sur l'empathie et la compassion, alors on s'est demandé, est-ce que les états de compassion, de bienveillance, de bénévolence, de loving kindness, est-ce qu'ils peuvent produire des conséquences similaires à ce qu'on voit quand on donne des neuropeptides comme ça? Et là, ça nous amène dans un immense field de research qu'on appelle la plasticité. Et ce n'est pas que la plasticité cérébrale, bien sûr, je vais vous montrer aussi des cerveaux, mais on fait aussi la recherche sur cerveau, sur cœur, sur le body, sur tout. C'est intégral. Hein, c'est pas... La plasticité, c'est vraiment la malléabilité d'être un être humain par l'expérience. Alors, on s'est mis à faire une immense étude, c'est le projet Ressources, qui a pris beaucoup de ressources aussi, et qui était une étude d'1 an où on pourrait dire, où on voulait observer les effets d'un entraînement mental qui est basé sur des formes de méditation contemplative de l'Orient, mais aussi des formes qu'on a de la psychologie western. C'est un mélange un peu. Et le backbone,
derrière le modèle de ce ressource project, c'est 3 modules de 3 mois. Vous connaissez peut-être le MBSA, en français c'est le 8 semaines de réduction de stress par la pleine conscience. Alors là, c'est carrément différent qu'en anglais, Mindfulness-Based Stress Reduction Program. Et ça, les 3 mois, les premiers, sont un peu pareils. On fait des exercices de base de mindfulness. Je dis mindfulness, vous m'excusez, c'est trop compliqué en français. Là, bien dans le pleine conscience. Pleine conscience, mindfulness. Alors, et c'est vraiment de rapporter l'attention au présent, de vraiment faire attention, qu'est-ce que sent mon corps, de vraiment être au présent avec ce qui se passe dans mon corps, et d'avoir le mind quand il va là, oh, qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce que je vais pipi maintenant, non, après, ça, tout le monde doit se lever et tout, mais attends, bon, oh là là. On essaye vraiment de rentrer ici, d'être là, et de ne pas aller au futur. Mais après ça, il y a ce module affect qui est en fait un module de compassion, de loving kindness, de bienveillance, de gratitude, mais aussi comment gérer avec les émotions de peur, de stress difficiles par la lumière de l'acceptation. Et on a entendu aussi ce matin que l'acceptation est une de coping strategies pour gérer les émotions difficiles. Et l'autre module, il s'appelle perspective parce qu'il est plus cognitif. C'est un peu comme dans le bouddhisme, on dit toujours il y a 2 wings of compassion, wisdom and compassion. Et je vais vous montrer aussi, dans la neuroscience sociale, on a aussi 2 wing of compassion. On a un réseau plus cognitif pour comprendre en fait les intentions et les pensées de quelqu'un d'autre qui est complètement différent que la résonance affective, émotionnelle, motivatrice comme l'empathie et la compassion. Bon, alors on a demandé à tous nos participants dans ces 9 mois de faire 30 minutes d'exercice de corps de base chaque jour, si possible. Et les exercices de base, je ne peux pas aller dans les détails, mais vous voyez, dans le module de mindfulness présence, on a fait les exercices très connus, attention sur les respirations et le body scan, où on va des pieds à la tête avec l'attention. Alors ça, c'est tous des méditations très avec moi-même, hein. Ce n'est pas posé sur l'autrui, c'est moi qui me repose, je deviens plus calme, plus présent. Après, dans les modules compassion et modules prendre la perspective de l'autre, Mathieu m'a dit, ça, on peut dire en français, se mettre dans les pieds des autres, chaussures des autres. Pas les pieds, pas les pantoufles, les chaussures. C'est en fait, quand quelqu'un est vraiment très différent, comment est-ce que tu comprends l'esprit et les pensées et le mental map des autres? Et ça, et après vous connaissez peut-être les méditations parce que je pense que ce public a déjà été ici, alors vous êtes familiarisés avec des formes de méditation. Et ça, c'est une méditation très classique où on observe comme un oiseau, en fait, les pensées, la nature des pensées. Et aussi, qu'est-ce qu'on pense? On ne pense pas les pensées, mais on observe. Ah, je suis dur avec moi aujourd'hui encore. Je me critique tout le temps. Je suis dans le passé, comme ça. Et ça c'est les méditations de metta, de loving kindness, de bienveillance et de compassion que vous connaissez peut-être aussi. Et on a aussi implémenté tous les jours, 10 minutes, une dyade. Si j'avais le temps, je le ferais avec tout le monde. C'est où vous tournez vers l'autre, vous regardez dans les yeux et vous faites une méditation à 2. Alors celui qui écoute s'entraîne dans l'empathie et ceux qui parlent s'entraînent de devenir conscients des émotions dans le corps et comment est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que ça fait d'être stressé avec toi dans tous les jours. Et l'autre écoute et il n'a pas le droit de dire « Oh, mais c'est bidon, tu aurais pu faire ça et ça ». C'est vraiment juste la pleine conscience sur l'autre. Alors, c'est un exercice intersubjectif. Ce n'est pas tout seul, c'est l'autre qui est dans mon focus.
Bon, alors, on fait de la science. Alors, on a tout un design super complexe parce qu'il faut contrôler pour presque tout dans la science. Alors, on a un groupe qui est super altruiste parce qu'ils ne font pas d'intervention, mais ils sont testés tout un an. C'est le groupe contrôle, là-haut. Il va être bleu dans les données. Après, on a les deux grands groupes de 80% qui font l'intervention d'un an. Et si vous voyez bien, ils le font dans une séquence inversée. Alors, tous les deux groupes font le Mindfulness Stabilization, le module de base, et après, il y a un groupe qui va faire la compassion, et l'autre groupe va faire le Cognitive Perspective Taking, le module un peu plus cognitif, métacognitif avant. Alors, après 6 mois, je peux comparer les effets de cette pratique de tous les jours avec l'effet d'une autre pratique de tous les jours, mais je contrôle pour tous les autres trucs, parce que là, ils vont changer leur vie de toute façon. Ils font tous les jours quelque chose, ils ont des 20 profs. Et pour contrôler tous ces effets plutôt pas spécifiques, on fait un design comme ça. Ça, c'est ma sangha de prof. C'était aussi un travail très bien parce qu'il venait de toutes différentes traditions spirituelles et aussi psychologiques. Et comme ça, on a trouvé un langage sécularisé de méditation ou de pratique où on a pu vraiment apprendre ces pratiques sans le contexte d'armes dans un sens croyance religieuse. Alors ça a permis à des chrétiens, à des athéistes, à des musulmans de participer tous ensemble. Ça, c'est quand on va en retraite, 3 jours avant qu'un module de 3 mois commence, on va dans une retraite de silence tous les 83 jours pour apprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, apprendre les exercices pratiques de base. Et ça, c'est comme ça, c'est 80 personnes qui sont assises en silence et ils pratiquent. Ça, c'est mes profs et tous les gens qui ont aidé. C'est une immense étude. Et ça, c'est pour aider tous les jours, mais aussi pour pouvoir faire la recherche. On est Big Brother is watching you. Ils ont les cellulaires et comme ça, on sait quand ils font leur méditation et quand ils s'arrêtent. Mais ils savent qu'on spy, on était tous en relation. Ça, c'est des photos qu'on a eues quand ils étaient en holiday, en vacances. Ils font leur entraînement à la plage, n'importe où. Ils nous envoyaient les photos, ce qui était gentil. Et ça, c'est la plateforme où on fait les dyades. On fait 10 minutes de téléphone chaque jour avec un être humain de ce groupe. Et c'est vraiment très, très réglementé. Après, on ne fait pas de chit-chat et tout ça. C'est comme un exercice zen. Et ça, au début, les gens ont dit, mais tu es fou. Moi, je ne vais pas appeler quelqu'un que je ne connais pas et chaque semaine un autre. Et 10 minutes, moi, je suis busy. J'ai une vie, j'ai 4 enfants et tout. Je dis, 2 semaines, on essaye et si ça ne marche pas, on arrête. Bon, je vous montre les données. Ça, c'est où les dyades commencent. Ils font tous 9 mois en moyenne. Tous les 300 personnes qu'on a mis dans ce protocole, en moyenne, 5 jours de la semaine, ils pratiquent. Ce qui est énorme et ça ne descend pas. Et c'est en fait 6 jours la semaine, parce qu'un jour par semaine, ils viennent ensemble pour un cours de 2 heures avec les profs. Ça veut dire que c'est qu'un jour où ils ne pratiquent pas, 300 personnes. Et ce qui était encore plus énorme, tout le monde me disait, après 3 semaines, tu n'auras plus personne, parce que c'est fou, là, cette étude-là. Et c'est tous des gens normaux qui travaillent et tout. On avait moins de 10% de drop-out après un an. Ça veut dire, on avait dans une cohorte, on avait 6 personnes qui ont arrêté après 6 mois ou 3. Ils avaient tous des raisons, comme par exemple trop mal au dos, ne pouvaient plus être assis, ou le père et mère qui sont morts et des choses comme ça, vraiment graves. C'était incroyable. Et même après un an, ils se rencontrent encore et ils continuent. Et ça, c'était le modèle. Les pauvres, on les a testés vraiment assez gravement, il faut dire, parce qu'on avait presque 90 mesures et c'était vraiment des interviews qualitatives phénoménologiques, mais aussi on demandait leurs copains, tu trouves qu'il a changé parce que pas que les personnes eux-mêmes, mais aussi
les observe. Et après, on faisait beaucoup de scanning. Et vous avez entendu Mathieu qui rentrait dans la réalité virtuelle. Là. Alors, on faisait ça aussi. On faisait plein de choses. Hein. Et je vais vous montrer quelques-uns qui sont reliés à la peur et la compassion. Alors, si vous demandez c'est quoi ce module affect et c'est quoi la différence entre l'empathie et la compassion, c'est ça. Là, il y a une route pour comment on peut être relié avec les émotions et les motivations des autres, qu'on appelle la route affective de la cognition sociale. Et là, il y a toutes ces émotions sociales que normalement, on les mélange. Et moi, je les avais mélangées aussi. Je croyais l'empathie, la compassion, je croyais c'est les deux choses, c'est une réponse sur la souffrance de l'autre. Ça, c'était quand j'ai commencé il y a des années, l'idée naïve. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est deux états complètement différents. L'empathie, c'est vraiment la résonance ou avec la joie ou avec la douleur de l'autre. Ça dépend de l'autre. C'est vraiment entrer en résonance. La compassion, c'est vraiment la motivation de vouloir le bien-être de l'autre. C'est vraiment, ça sort de l'amour inconditionnel, comme on a entendu, qu'on n'a pas toujours beaucoup, mais a priori, ça sort de ça. Et comment on a commencé, c'est que quand j'avais fait beaucoup de recherches d'empathie à Londres, et alors j'ai rencontré Mathieu, ce moine-là, hein, je me suis dit, expert d'empathie, je vais le prendre. Ah oui, alors là, c'est le Mind and Life Institute. Ça, c'est une tâche pour vous faire attentif. Il est où, Mathieu? Alors, si vous avez des difficultés de reconnaître Mathieu, vous me trouvez moi, et vous allez à gauche, là. Alors ça, c'est nos cobayes. Et ça, c'est des grands maîtres comme Mingyur Rinpoche qui viennent aussi maintenant dans nos laboratoires se mettre dans ce scanner d'imagerie cérébrale. Et ça, c'est Mathieu après 3 heures, il brille là comme ça. Si je veux, vous mettrez vous, donc ça vous comme ça après 40 minutes parce que c'est fort, c'est pas très social, c'est pas très à l'aise. Bon, alors nous, on a demandé de Mathieu de faire... Moi, j'ai dit, tu peux aller dans tous les états de compassion. Et tu imagines quelqu'un qui souffre vraiment, et tu t'imaginais des enfants en Roumanie qui sont complètement left alone. Et ce que je voyais dans l'imagerie, c'était du real-time, c'était des réseaux qui s'activent dans la récompense, et pas les réseaux que j'avais vus dans une centaine de trucs, qui étaient des réseaux d'affectivité négative, de douleur, de pain matrix. Alors je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il pense à son lunch? Est-ce que... Alors j'ai demandé à Mathieu, j'ai dit, je sais pas, tu es encore là parce que ça te plaît bien là, non? Est-ce que tu fais de l'empathie? Parce que je vois pas beaucoup de douleur là. Et il disait, oui, mais tu m'as demandé de faire la compassion et pas d'être en résonance avec la douleur. Je dis, ah bon? D'accord, c'est quoi la compassion pour ça? Alors, on a commencé à parler, c'est vraiment un exemple, comment ce dialogue continu entre les contemplatifs de First Person Experience et nous, scientifiques dehors, peut vraiment amener quelque chose de nouveau, à comprendre quelque chose de nouveau. Il disait, non, c'est vraiment la génération de cette bénévolence, cet amour et cette motivation de vraiment carry someone. Alors, j'ai dit, bon, alors maintenant, pour nous, tu vas dans le scanner et tu fais de l'empathie et tu fais pas la compassion. Tu souffres et c'est tout. Tu souffres. Et là, il a fait ça 40 minutes. Après, on a demandé, Mathieu, tu veux sortir parce que ça fait longtemps maintenant. Ou tu peux encore aller dans la compassion pour qu'on puisse comparer. Alors, il a dit, please, je veux aller dans la bienveillance et la compassion parce que I'm burning out in the scanner. J'ai un burn-out dans le scanner si je continue de faire que l'empathie. Alors ça nous a fait comprendre un modèle qu'après les années suivantes, on a fait beaucoup de données maintenant dans les gens normaux, comme vous, pas entraînés, des étudiants qui n'ont jamais fait de la méditation, pour en fait voir que quand on approche la peur de quelqu'un d'autre, le stress, la souffrance, on a une réaction empathique de millisecondes. On a pu voir ça dans beaucoup d'études. Mais après, elle peut tourner en sauce
elle peut tourner en ce qu'on appelle empathic distress. C'est le stress empathique. Ça veut dire ça devient tellement fort la douleur de l'autre ou le stress de l'autre qu'en fait, c'est que moi qui maintenant a cette émotion. Et si je l'ai chroniquement activée, ça peut amener le burn-out. Et on sait qu'il y a beaucoup de nurses, infirmières et docteurs qui burn out dans des oncology uptime, c'est 40%, c'est énorme. Et c'est parce que personne ne leur apprenne que cette réaction totalement humaine, naturelle de l'empathie peut être transformée en compassion et que la compassion vraiment, c'est l'autre, c'est pas moi. C'est pas que je résonne avec la souffrance de l'autre naturellement. Je suis vraiment là motivée à la bienveillance de l'autre et à de guérir l'autre. Et c'est en fait une émotion qui est beaucoup plus proche à l'amour et qui va aussi être résiliente. Alors, je vous passe un peu les détails, on a fait plein d'études, mais pour vous dire que même dans des étudiants, après une semaine d'entraînement dans la bienveillance, dans des pratiques de compassion et de bienveillance, on trouve une activation dans les réseaux qu'on avait vus chez Mathieu, les réseaux qui sont des réseaux de care, des réseaux qui sont activés dans l'affiliation, dans les émotions positives, chaudes. Souvent, les gens disent qualitativement « it's warm », « it's a feeling », c'est chaud, c'est pas chaleureux. Et là, vous voyez le cerveau de Mathieu, et là, les 30 cerveaux des étudiants, et vous voyez, même sans être neurologiste, c'est assez similaire. Hein. Mais bon, Mathieu, c'est plus fort. Et ce qu'on a aussi pu montrer, c'est qu'après une semaine d'entraînement en empathie, on augmente l'activation dans les réseaux bleus, qui sont des activations de peur et de douleur, d'alarme, c'est le système de peur, d'alarme, de danger. Et après, les mêmes personnes, une semaine après, qui sont entraînées en compassion, activent le réseau rouge ici, dans le cerveau, qui est le réseau de compassion. Et dans le cerveau, ces réseaux ne sont pas du tout les mêmes. Vous voyez ça sur un cerveau de la même personne. C'est deux complètement différentes choses. Alors, juste pour vous dire, même dans les émotions sociales comme l'empathie, la compassion, on trouve la dualité de la peur sociale et de la compassion qui est aussi une émotion sociale, mais qui peut guérir, qui peut en fait, guérir la peur qui vient du empathic distress quand on rentre dedans. Bon, alors je vous ai montré ce qu'on fait ici. Et là, vous allez demander, mais c'est quoi les deux là, le vert et le rouge? Ça, c'est parce qu'on sait qu'une fois, on peut être connecté avec les autres par l'empathie et la compassion, mais il y a aussi une route très cognitive qui va nous faire comprendre l'esprit de l'autre, nous mettre pas les pieds, mais les chaussures de l'autrui. Et c'est beaucoup plus froid. C'est pas je sens comme l'autre sent, c'est plutôt je sais comment l'autre pense. Et on a fait des tâches dans le projet ressources, j'ai toute une équipe de chercheurs qui font ça, et on montre des vidéos dans le scanner de gens qui racontent leur histoire de souffrance de tous les jours, mais aussi neutre, et quelquefois, et après on leur demande combien de compassion est-ce que vous avez éprouvé. Hein, c'est des histoires très écologiquement naturelles, hein. C'est comme si un ami te disait une histoire très grave. Et après, on a aussi des histoires où on a besoin beaucoup de theory of mind, la théorie d'esprit, là, de prendre de perspective cognitive. Et ça, c'est un peu comme l'intelligence sociale, c'est très difficile, on peut faire des erreurs. Alors, quand on met ça dans le scanner, vous voyez deux réseaux complètement différents. La compassion active des réseaux qui sont reliés à des émotions, de la motivation et de l'affect, et la prise d'esprit cognitive, là, la theory of mind, active un réseau complètement différent. Et quand on regarde des gens, par exemple dans cette salle, il y aura des gens qui ont plutôt un peu un aspect cognitif à la compréhension des autres. Ils vont avoir un score très haut dans la théorie d'esprit, mais ils ne vont pas naturellement être très empathiques. Et il y a d'autres qui sont très empathiques, qui vont tout de suite aller en résonance émotionnelle, mais peut-être qu'ils ne sont pas si bien en theory of mind. Hein. Ça, c'est des corrélations zéro. Et c'est pour ça
qu'on peut les entraîner dans des modules différents. Tous les deux choses sont très, très importantes pour la Global Compassion. C'est pour ça qu'on entraîne les deux modules. C'est la sagesse, en fait, l'intelligence sur un côté social. L'autre, c'est l'émotion, la motivation. Et maintenant, je vous montre des petites données. Ils sont tous codés dans les couleurs. Alors, le vert, c'est l'intelligence sociale, c'est la théorie d'esprit. C'est combien êtes-vous bien en vous mettant dans les chaussures de l'autre. Est-ce que vous êtes bien là-dedans? Je sais, en anglais, it's like a theory of mind accuracy score. It sounds better than what I'd say. But, alors, les bleus, c'est les gens qui vivent que leur vie un an. Et juste vivre leur vie, ça ne va pas les faire mieux en comprendre les autres personnes, the theory of mind. Après 3 mois de mindfulness, ça fait beaucoup d'autres choses que je ne peux pas vous montrer. Ça augmente votre attention, ça fait plein de bonnes choses. Mais la theory of mind, il n'y a pas beaucoup qui change. Ce n'est pas plus que les gens qui font le test la deuxième fois. Et alors, on se disait peut-être la compassion va peut-être un peu aider de comprendre l'autre un peu mieux. Non. Flat line. Alors, on commençait à devenir un peu frustré parce que une étude comme ça, pouf. Alors là, on avait encore ce module-là où ils avaient activement entraîné 10 minutes chaque jour cette perspective taking, ce changement de perspective, et hop, ça monte. Alors là, on s'est dit peut-être que c'est un effet que ça prend 6 mois, quoi. C'est difficile à apprendre. Hein. Alors là, on avait le groupe qu'après 3 mois, ils rentrent déjà dans ce module de perspective et hop, ça monte. Mais après, la compassion ne fait rien. Ça veut dire, si vous voulez vous entraîner dans le prendre de perspective, vous devez vous engager dans des exercices mentaux qui font ça tous les jours. Maintenant, si vous voulez devenir plus compassionné, et ça c'est peut-être intéressant parce qu'il y a un grand débat en ce moment dans le Mindfulness Movement, si le mindfulness alone, les pratiques de Breath et de Body Scan tout seul, vont augmenter déjà la compassion après 3 mois ou 8 semaines, ou est-ce que c'est peut-être plus puissant de vraiment faire des exercices de cœur et de bienveillance et de loving kindness direct. Alors, on voulait aussi adresser ça. Alors là, les gens qui vivent leur vie deviennent plus vieux, ne deviennent pas nécessairement plus compassionnés. Je m'excuse. Hein. La sagesse, on dit toujours ça vient avec l'âge, mais ça pas... Bon, pas après 1 an. Après 3 mois de mindfulness, niet. Alors, ça fait plein d'autres choses que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui super bien, mais pas la compassion, ce n'est pas la compassion qui va monter. C'est vraiment quand il y a les modules intersubjectifs qui commencent, où vous voyez que c'est vraiment l'entraînement du cœur et de la compassion qui vont augmenter cette compassion et cette bienveillance pour l'autre. Alors, on s'est dit, bon, ça c'est du comportemental, behavior, et comment, est-ce qu'on a une chance? Parce que c'était des gens assez âgés, hein? Ils n'étaient pas les étudiants jeunes qui normalement font les expériments. Ils avaient en moyenne 43 ans, comme moi, hein, presque. Alors, on dit toujours à 25, ça décroît et notre cerveau devient de plus en plus mince. Et il n'y a plus de plasticité, et surtout pas dans les émotions sociales qu'on n'a jamais regardées. Alors, on ne savait pas si on avait null finding. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment cortical thickness, c'est une mesure de matière grise qui pousse. C'est vraiment le cerveau qui pousse, hein. C'est ça, quoi, oui, pour le cerveau. Et ce qu'on voit, tout bêtement, c'est que après 3 mois de mindfulness, on a dans les 2 groupes indépendants vraiment des changements remarquables de cortical thickness, de plasticité cérébrale. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que après 6 mois de compassion, on trouve encore une autre plasticité dans les réseaux de compassion. Et après 3 mois dans l'autre groupe de perspective taking, on trouve la plasticité dans les réseaux qui sont utiles pour le perspective taking. Ça veut dire, je vous avais montré cette tâche tout au début où on avait ces 2 réseaux, hein, pour la prise cognitive, la théorie de l'esprit et la compassion. Et si vous voyez, c'est vraiment dans les réseaux-là où on trouve cette plasticité très spécifique. Ce qui veut dire, ça veut dire
It matters what you practice. Parce que quelquefois, en Amérique surtout, on croit que mindfulness, c'est devenu un peu le grand holy grail. Hein. Personne ne sait plus qu'est-ce que c'est. Et c'est un peu, on fait de la méditation, c'est un peu comme si on disait faites du sport. Mais après, hein, il y a beaucoup de genres de sport différents. Tu peux faire du échec ou du cheval ou du gym, ça va entraîner des muscles très différents. Et dans le mental, c'est aussi comme ça. Et c'est ce que vous voyez ici. C'est une fonction de ce que vous pratiquez tous les jours. Et si vous vous levez le matin avec une intention de bienveillance et de compassion, ça va faire quelque chose d'autre. Alors, je vous montre que très, très vite que aussi, c'est la compassion, parce que ça, c'est le stress. Hein. Et on a déjà dit, c'est intéressant, ce test pour mesurer le stress dans le labo, il s'appelle Triasocial Stress Test. Et en fait, ça fait usage de la peur de parler devant des autres gens, comment je fais, et être jugé. Hein, on a entendu cette peur très, très primordiale d'être jugé par des gens. Alors, mon cortisol va être sûrement élevé, mais vous êtes un public très, très résonnant et gentil. Et dans ce test, on a un public qui est entraîné à être dans des blousons blancs et on doit donner un job talk et ils font comme ça tout le temps. Comme ça. Alors ça, c'est l'horreur. C'est le social rejection parfait. Hein. On donne de tout. Pourquoi est-ce que vous devez me prendre moi dans le Max Planck Institut et le comité, pas de résonance positive du tout. C'est le social rejet. Alors, on fait ça, c'est pas très gentil comme test, mais sinon, on pourrait pas vraiment mesurer le vrai réponse biologique et pas que les questionnaires. Est-ce que vous vous sentez un peu plus moins stressé? Parce que les questionnaires, les gens disent déjà après 3 semaines, oh, je me sens, ah bah, c'est tellement bien le body scan, je me sens, mais... Alors là, on voulait voir, est-ce que vraiment cet aspect subjectif qui est très, très important aussi, hein, c'est pas moins, mais c'est pas comme la cortisol dans le corps. Et ce que vous voyez ici aussi, c'est que c'est surtout après 6 mois, quand on commence à rentrer dans ces modules intersubjectifs de compassion et de prendre en fait la perspective de l'autre. Ça veut dire pas que moi qui deviens un peu plus calme, plus serein, mais c'est vraiment moi en relation avec l'autre que la cortisol et la réponse du social stress réduit significativement. Et si on voit le groupe qui a fait tout de suite la compassion, il est un peu mieux que le groupe qui fait la présence. Alors ça veut dire, si vous voulez réduire la réponse du social stress, faisez la compassion, mais pas que 3 mois. 6 mois, c'est mieux, et 9 mois, ça va être encore mieux, et tout ça. Je crois qu'il faut commencer à penser que c'est une transformation de toute la vie et pas qu'un séminaire de 2 jours, comme c'est vendu beaucoup en Amérique maintenant. Et pour vous dire tout à la fin, je ne vous montre pas le film parce que je crois le temps galope, mais on a aussi mesuré le comportement altruiste social des gens, parce qu'à la fin, on s'en fout du cerveau, il faut dire si ça n'a pas du tout d'effet dans le comportement des personnes dans leur journée. Alors, on a fait plein de mesures et je vais vous montrer que des données du facteur 1. Ça, c'est de l'altruisme pur, on pourrait dire. C'est vraiment, c'est pas on aide stratégiquement ou parce que quelqu'un m'a aidé avant ou parce que je sais que l'État veut, la norme veut que je aide. Ça, c'est tous ces autres facteurs. Ou parce que je crois que je suis très... Parce qu'avec les questionnaires, on a toujours ce truc que les gens, ils croient qu'ils sont super sociaux et après, ils ne donnent pas. Quand on mesure vraiment leur comportement objectif d'altruiste. Alors, juste vivre la vie, c'est les bleus là. Être testé tout le temps ne fait pas plus altruiste. C'est pas en average, hein, c'est toujours les moyennes. Hein. Bon, là, c'est une bonne nouvelle pour le Mindfulness Movement, ça augmente l'altruisme, enfin. Mais maintenant, on voit ici, c'est surtout la compassion et pas du tout la prise de perspective qui va augmenter
cet altruisme pur de générosité, juste une personne qu'on ne va plus voir jamais, juste vraiment cet altruisme de générosité générale. Et ça, c'est intéressant aussi parce que je vous avais parlé du care system. Et le care system, c'est basé dans cet amour inconditionnel qu'une mère a peut-être à son enfant, mais qu'on peut aussi avoir comme adulte pour d'autres gens qu'on ne connaît pas du tout. Ça veut dire, je vous ai montré plein de données qui montrent qu'en fait, l'entraînement mental et surtout la compassion et l'entraînement du cœur peut changer sur tous les niveaux d'observation du cerveau, de la coopérativité, de la régulation des émotions et aussi du stress, à tous ces effets positifs. Et ça, dans des gens qui ne sont pas des enfants, mais adultes comme nous. Hein. Alors, ça veut dire, ça marche aussi mentalement. Vous pouvez en fait trouver le même effet que activation du système de care, de compassion, va avoir un effet inhibitif sur la peur, sur le stress, sur le système d'alarme qui vous met tout le temps en méconfiance. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on pense qu'on devrait vraiment mettre ces programmes beaucoup plus dans la société, éduquer nos enfants dans ces capacités incroyablement importantes pour réguler leur stress, leurs émotions, leurs peurs, tout ce qu'on a beaucoup dans nos temps modernes aussi comme adultes, bien sûr. Ça veut dire aussi dans les business, dans la politique, et aussi, je trouve, dans les systèmes de care, parce que les pauvres médecins et les nurses, ils n'ont rien du tout, on ne leur apprend pas ça. On les laisse burn-out comme des mouches et on ne fait rien. Et ça, je trouve, il faut faire quelque chose. Et surtout parce qu'on sait maintenant scientifiquement qu'il n'y a pas de doute, quoi. Je veux dire, ce n'est pas un truc blabla comme ça. Bon, alors je dis, ça c'est ma gratitude à moi. Ça c'est le team derrière ces données, derrière cette étude. C'est l'interdépendance pure. C'est vraiment un village qui a créé tout ça. Et c'est merci à eux.